Bonjour, c'est Crick. Aujourd'hui, je voudrais vous donner la lecture d'un article paru sur le blog Braise Atao, article publié le 12 avril 2017 et dont le titre est le suivant. Syrie, deux points. La confusion s'installe tandis que les néoconservateurs s'emparent de l'administration Trump. Alors voici, donc vous pouvez reconnaître Donald Trump et juste derrière, vous avez son nouveau conseiller Rex Tillerson. Alors, la confusion règne au sommet du gouvernement américain au sujet de la question syrienne. Après la frappe de la semaine dernière, Donald Trump a puissamment renforcé le camp néoconservateur et belliciste, et désormais les désaccords s'affichent au grand jour avec un président américain visiblement dépassé. Les néoconservateurs reprennent en main Donald Trump. D'une part, le département d'État en charge de la diplomatie américaine ne fait pas mystère de sa volonté d'engager les États-Unis dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Comme nous l'avions rapporté récemment, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a ouvertement appelé à un changement de régime en Syrie, alors que Donald Trump s'était récemment engagé à conserver Bachar el-Assad comme dirigeant en Syrie. Et tout ça a changé en moins d'une semaine. Donc cette position à l'ONU de l'ambassadrice des USA à l'ONU est également partagée par le nouveau secrétaire d'État Rex Tillerson. Franchissant un nouveau cap aujourd'hui, le département d'État a exigé le départ de la milice chiite libanaise, à savoir le Hezbollah présent en Syrie. Voilà, donc ça c'est un tweet. United States calls for the immediate withdrawal of Hezbollah in Syria. State Department spokesperson. Donc le State Department spokesperson, a priori, c'est Rex Tillerson. Or, la milice chiite libanaise Hezbollah est un des piliers de la défense syrienne face aux djihadistes sunnites et voilà, soutenus par la Turquie, les pétromonarchies du Golfe, Israël, la France, la Grande-Bretagne ou encore les USA. Le Hezbollah est un groupe paramilitaire éprouvé et motivé. Le Hezbollah a joué un rôle crucial dans de nombreuses batailles permettant à l'armée syrienne de Bachar el-Assad de tenir ces dernières années le pays face à une guerre menée par des forces étrangères. La demande de dégager tout simplement le Hezbollah de Syrie traduit l'influence pro-israélienne et anti-iranienne à l'œuvre dans l'actuelle administration états-unienne, le Hezbollah étant considéré comme le bras armé de l'Iran au Liban et aux frontières d'Israël. Israël qui, rappelons-le, a mené des incursions en territoire syrien récemment, avec des drones et des appareils de combat aérien. Voilà. Et que les Syriens ont su repousser, et depuis ce temps-là, les Israéliens font intervenir les États-Unis dans le jeu en ayant demandé le bombardement de la base syrienne de Shayrat. Alors, il faut ici préciser que Jared Kushner, juif orthodoxe et beau-fils de Donald Trump, en fait, et son gendre, ce Jared Kushner est proche d'une personnalité juive influente, à savoir Rupert Murdoch, et que Jared Kushner, donc gendre de Donald Trump, a donc épousé la fille de Donald Trump, à savoir Ivanka Trump. Et d'après le frère d'Ivanka Trump, et donc fils de Trump, M. Eric Trump a expliqué que la sœur de la fille de Donald Trump avait usé de son influence pour convaincre Donald Trump de frapper la Syrie. Ça, on a pu le voir partout dans la presse, sur les médias et sur Twitter. Quant à Rupert Murdoch, qui connaît bien Jared Kushner, Murdoch a sur le plateau du Golan, occupé par Israël, des intérêts en commun avec la famille Rothschild via l'entreprise d'extraction pétrolière US Genie Energy, aux côtés de ces derniers, et, comme l'indiquait le journal israélien Haaretz en 2015, la compagnie Genie Energy pense avoir trouvé un important champ pétrolier sur le Golan qui est une partie qui en fait appartient à la Syrie et qui est occupée en partie par Israël. Territoire syrien occupé par Israël,
Par Israël, le Golan demeure un important objet de tension entre la Syrie et Israël et est aussi jugé crucial par l'armée israélienne pour contrer toute offensive venant du nord. Donc derrière tous ces bombardements, les 59 Tomahawks qui se sont abattus sur la base de Shayrat, les Tomahawks donc américains, vous retrouvez tout simplement le lobbying israélien. Le lobbying israélien contre la Syrie de Bachar el-Assad et contre en fait le Hezbollah iranien. Voilà. Le département de la défense américain, de son côté, freine des cas de fer pour empêcher tout simplement l'invasion de la Syrie par les troupes américaines, parce que actuellement les États-Unis envisagent d'intervenir militairement en Syrie avec ou sans mandat de l'ONU pour renverser Bachar el-Assad. Voilà où en est le problème. Alors que Donald Trump est un président qui voulait être isolationniste, on lui a tordu le bras pour qu'il intervienne en Syrie. Les néoconservateurs ont pris la barre dans son administration et ont réussi à faire partir un certain nombre des gens qui étaient hostiles à la guerre contre la Russie, contre la Syrie et contre l'Iran. Alors il y a un élément qui a réussi à rester en place, un élément non belliciste, qui est mis sur la touche. Alors, donc, le département de la défense freine. Les puissants groupes d'intérêt ont l'appui de membres importants de la CIA ou de l'armée, à commencer par le conseiller à la sécurité nationale, ayant remplacé le général Michael Flynn. Alors, donc, le général Michael Flynn a été remplacé par le général McMaster. Ce général McMaster, comme nous l'avons dit précédemment sur ce blog, défend une invasion massive de la Syrie, avec une force pouvant atteindre 150 000 soldats américains. Le but étant d'expulser la Russie de ce pays et du Moyen-Orient en général et de faire refluer l'influence iranienne. Un scénario de guerre qui a les faveurs des intérêts pro-israéliens pour diverses raisons, mais aussi de l'Arabie saoudite wahhabite ou encore de la Turquie islamiste de Recep Tayyip Erdogan. Le secrétaire d'État à la Défense, James Mattis, s'opposerait à ce plan, le jugeant beaucoup trop risqué et incertain compte tenu de la réaction russe. James Mattis, c'est un des hommes qui a été placé par Donald Trump. Donald Trump qui a été élu sur des positions non bellicistes et isolationnistes et qui était effectivement contre le déclenchement d'une nouvelle guerre en Syrie et d'une guerre avec l'Iran. Voilà. Mais les néoconservateurs ont su manœuvrer pour isoler Donald Trump. S'exprimant lors d'une conférence de presse hier, le général Mattis a indiqué que les USA ne comptaient pas changer directement le régime syrien et faisait toujours de l'État islamique une priorité. Il a cependant dû intégrer la nouvelle donne, à savoir que les États-Unis ont récemment frappé une base syrienne après une attaque au gaz prétendument syrienne, sans qu'aucune enquête n'ait été menée. Donald Trump, indécis, est déjà presque neutralisé par les néoconservateurs. Influencé par son principal conseiller militaire, le général McMaster, qui a remplacé Michael Flynn, Donald Trump a cependant pavé le chemin à une escalade en acceptant de frapper la Syrie sur la base des accusations portées par les djihadistes du groupe Al-Nosra, c'est-à-dire branche Al-Qaïda en Syrie. Il suffit que d'autres provocations du genre soient fabriquées, comme en 2013, pour que Donald Trump soit contraint de frapper à nouveau la Syrie. Piégé par sa rhétorique et par sa méconnaissance totale des affaires politiques et stratégiques, Donald Trump ne peut plus sortir de la mécanique de l'engagement que souhaitent les néoconservateurs qui l'entourent. Son conseiller politique, Steve Bannon, opposé à toute intervention militaire et poussé vers la sortie par le tandem Jared Kushner-Ivanka Trump. Et là encore, Donald Trump semble progressivement laisser son jugement être influencé par ses proches. Dans une interview accordée au New York Times, Donald Trump a laissé entendre que Steve Bannon n'était pas indispensable car il ne le connaissait pas depuis longtemps. Mais qu'en dernière instance, Donald Trump se considérait comme son propre stratégiste, avec les résultats que l'on a vus ces derniers jours. Donald Trump, répondant à une interview, s'est enfermé dans un corner qui sera probablement désastreux pour sa présidence, à savoir, citation, « Mais si je les vois utiliser du gaz et utiliser des choses comme ça, je veux dire même les pires tyrans du monde n'ont pas utilisé le genre de gaz qu'ils utilisent, et certains de ces gaz sont incroyablement efficaces. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit que nous devions faire quelque chose. »
Gageons que les services de renseignement des États occidentaux soutenant les djihadistes sont déjà occupés à organiser d'autres fausses attaques chimiques, ce dont a averti le président russe Vladimir Poutine. Voilà, fin de l'article, donc sur Brezatao, article du 12 avril 2017. Alors, j'ai rajouté deux cartes. Une carte de la côte syrienne où on voit les gisements pétro-gaziers en Méditerranée. Des gisements qui ont été découverts, on va dire, assez récemment et qui attisent tout simplement les convoitises des multinationales et également d'Israël qui aimerait bien mettre la main sur ces gisements à travers tout simplement l'attribution de concessions pétrolières et gazières. C'est pour ça qu'on prévoit une intervention avec ou sans mandat de l'ONU en Syrie pour faire tomber un soi-disant dictateur qui gazerait les gens. Voilà. Alors ensuite, ça c'est une carte sur la Syrie. Combien d'attaques chimiques depuis 2012, c'est-à-dire depuis le déclenchement de la guerre en Syrie? Alors, début 2013, des victimes et des médecins évoquèrent l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Le 3 juin 2013, la France, après analyse d'échantillons, confirme que du gaz sarin a été utilisé. Alors bon, c'est une carte qui retrace un certain nombre d'attaques chimiques. On voit donc la Syrie, avec au nord la Turquie, au sud la Jordanie, l'Irak et le Liban. Vous voyez en violet les forces rebelles anti-Assad, c'est-à-dire les groupes djihadistes Al-Nusra, Al-Qaïda. En gris ou noir, comme vous voulez, l'État islamique. Et en jaune orangé, vous voyez les forces pro-Assad. Au nord, vous voyez les Kurdes en vert, et sinon l'armée turque en rouge. Et vous voyez les pictogrammes avec les attaques au chlore ou les attaques au gaz sarin et gaz moutarde. On s'aperçoit qu'il y a eu des gazages dans des zones où il n'y avait que des Kurdes et des Turcs. Donc ça prouve que Bachar el-Assad n'était pour rien dans ces gazages-là. Voilà. Mais ce sont en fait les islamistes qui gazent les populations. On s'aperçoit qu'il y a eu une attaque donc, sur Khan Cheroun récemment, Khan Cheroun, attribuée soi-disant à l'armée syrienne, qui aurait soi-disant bombardé avec des armes chimiques, mais qui aurait en fait bombardé des djihadistes. Or c'est impossible puisqu'on sait que le stock d'armement chimique du régime syrien de Bachar el-Assad avait été détruit sur demande de Bachar el-Assad et du président Vladimir Poutine. Ça avait été détruit par une agence internationale de destruction des armes chimiques qui a pu certifier que l'intégralité du stock syrien d'armes chimiques avait été détruit. Donc les armes chimiques actuellement utilisées en Syrie ne proviennent pas de Syrie, mais tout simplement de Turquie. Et ça, on le cache aux gens. Voilà, on peut voir aussi qu'il y a eu tout un tas d'attaques chimiques contre les forces de Bachar el-Assad et donc contre l'armée syrienne. Vous le voyez dans le coin de Damas, hein, tout un tas d'attaques chimiques au gaz sarin et au gaz moutarde. Donc il faudrait bien avouer que Bachar el-Assad serait le roi des idiots d'organiser des attaques chimiques contre lui-même. Voilà, c'est la fin de cet article, je vous remercie.